Alors, nous allons passer par le groupe B. Le groupe B, nous avons donc l'Égypte, le Mozambique, le Ghana et le Cap-Vert qui avaient déjà créé la surprise lors d'une édition. Je vais commencer par le coach. Est-ce que l'Égypte peut imposer sa loi sur ce groupe? Son meilleur ennemi, c'est le Ghana. L'Égypte a toujours eu du mal avec le Ghana. Oui. Et vous avez deux équipes usophones, la Mozambique et le Cap-Vert, qui vont avoir un jeu plutôt chaloupé sur du tiki-taka. Et de l'autre côté, vous allez avoir une équipe anglo-saxonne qui va jouer à fond. Et puis l'Égypte, qui pour moi reste quand même sur 2-3 joueurs. Oui. Et l'Égypte a un fond de jeu qui varie selon l'humeur de 3 joueurs. Et ça, c'est pas pour moi. Ça dépend aussi de leur état de forme. Voilà, ça dépend. Et ce qui leur a coûté sur leur Coupe d'Afrique, ça a été reposé sur 1 ou 2 joueurs. Et quand on n'avait que une équipe avec 1 ou 2 joueurs de niveau, de très haut niveau, oui. Effectivement, ça crée moins la peur. Et j'espère que ils vont modifier un petit peu leur méthode parce que c'est les favoris de ce groupe, il ne faut pas se leurrer. Mais quand même, le Cap-Vert... ça peut créer les surprises comme la fois passée. Achille Zikoudotto, dans ce groupe, est-ce que le Ghana peut changer les choses? Parce qu'on sait que le Ghana a beaucoup rajeuni, même s'il y a André Ayou qui est là, qui fait office d'ancien dans cette équipe. Est-ce que ça peut changer les choses ou encore c'est l'Égypte qui va imposer sa loi dans ce groupe? Bon, mais déjà dans ce groupe, il faut dire que le Ghana a été la seule équipe invaincue des éliminatoires. Ils ont fait 3 victoires, 3 matchs nuls. C'est donc une équipe, on va dire, qui, en dépit du fait, effectivement, qu'il n'y a pas tellement trop de joueurs d'expérience comme Ayou, tu l'as dit. Il y a beaucoup de mix des jeunes et avec justement cette envie, on le sait toujours, hein, André Ayou, qui est un peu depuis à la fin de sa carrière internationale, il va vouloir faire quelque chose de positif. Depuis 2017, il a toujours été un leader justement dans cette nation. C'est vrai que lui-même, il est sur le tard, mais moi je ne vois pas Ayou comme forcément leader technique lors de cette compétition, mais leader, je veux dire, global, dans l'esprit qu'il faut impulser justement à cette équipe. Et puis le Ghana, c'est quand même 4 trophées, mais le dernier trophée date quand même de loin, de très longtemps. Et donc, ils sont souvent dans les carrés-d'as, le Ghana, des fois, en quart de finale, demi-finale, ces dernières années. Effectivement que le Ghana, avec un garçon comme Kudus, qui est en bourre, oui. Il est bien certain temps que le Ghana, avec le petit frère aussi Ayou, qui est en bourde aussi dans son club, je pense que le Ghana a tout, d'autant plus qu'effectivement, ils ont l'Égypte, l'un de leurs, on va dire, victimes favorites. Mais attention, par rapport, je voulais mettre un petit bémol concernant un peu l'Égypte, tout ce que le coach a dit, concernant un peu le fait que c'est 2-3 joueurs. On voit alors de la dernière édition, c'est Salah et c'est le gardien, El Shenaoui, avec justement ces consignes sur les papiers de bouteille. Mais attention, le Zamalek et le Al-Ali, l'éternel Al-Ali, reviennent en forme au niveau africain. Et dire donc que ça peut aussi créer l'ossature de cette équipe une bonne dynamique. Et on va dire à peut-être 60 ou peut-être 70% constitués les joueurs de cette équipe. Je pense que la cohésion, c'est pas ce qui va manquer. Et puis, bilan avec Ruiz, l'actuel sélectionneur, j'ai compté ses 14 matchs depuis qu'il est là. C'est 14 matchs, 12 victoires, 1 match nul et une seule défaite. Et la défaite, c'est contre la Tunisie. Donc, lors d'un derby, ils sont dans une dynamique. Il faut dire que ils sont de bon augure. Alors, ils sont de retour pour moi. Alors, Marvin, est-ce que tu mettrais une pièce sur le Mozambique ou encore le Cap-Vert, comme a dit le coach? Ça peut toutefois changer la donne dans ce groupe aussi, parce qu'il ne faut pas sous-estimer ces nations. Ça peut venir, parce que dans ces nations, les gens travaillent, mais ne font pas de bruit. C'est vrai, mais d'abord, ce groupe, en fait, il a la particularité d'être à la fois lourd et léger. Lourd parce que vous avez quand même 2 grandes nations, à savoir l'Égypte, qui a déjà... Ah oui, 11 justement.
Donc voilà, et après l'Égypte, quand même, en 34 éditions, c'est sa 26e participation, ce n'est pas rien. Et puis quand on sait que lors de ses 6 dernières participations à une Coupe d'Afrique, l'Égypte, c'est quand même 5 finales. Elle en a remporté 3, 2006, 2008 et 2010. Oui. Et après, malheureux finaliste en 2021 et en 2017. Donc, voilà. Donc, je pense bien que c'est une nation très expérimentée. L'Égypte a tous les atouts pour survoler ce groupe, mais on se méfie quand même du Ghana. C'est vrai que le Ghana, par rapport à la dernière CAN, on a vu que c'est une équipe qui a eu beaucoup de mal et actuellement, c'est une équipe en transition. Donc, ce détail-là peut jouer en leur défaveur si ils n'ont vraiment pas les la fougue des jeunes. C'est quand même une nouvelle génération qui est en train de prendre ses marques aussi. Achille a évoqué un nom ici qui me revient même en tête, Kudus. Et à côté, vous avez aussi Iñaki Williams, donc c'est vrai, qui sont en train de vouloir s'imposer. Mais après, en Coupe d'Afrique, il faut aller avec tous les arguments pour aller loin. Donc, je crois que le Ghana et l'Égypte, dans un premier temps, font office de favoris dans ce groupe. Mais après, quand j'essaie de voir la campagne des Mamba Noirs du Mozambique, dans leur groupe, ils étaient dans le même groupe que le Sénégal, le Rwanda et une autre équipe. Il y avait le Rwanda, le Sénégal et le Bénin. Donc, c'est une équipe qui a développé un football physique et surtout très technique. Et même leur qualification lors de la dernière journée, c'était vraiment à l'arraché. Et je crois que c'est un aspect aussi qui pourrait quand même donner du fil à retordre aux Maghrébins, c'est-à-dire à l'Égypte, parce que c'est une équipe qui ne tient pas trop physiquement quand il s'agit des duels. Donc, ce sont ces petits facteurs-là qui peuvent jouer en leur faveur. Mais je pense que le football, surtout la Coupe d'Afrique, ces derniers temps, les compétitions de football nous ont habitués à des surprises. Donc, je pense que dans ce groupe-là aussi, c'est vrai qu'il y a aussi le Cap-Vert qui avait déjà fait sensation en 2015 aussi. 2013 et 2015. Voilà, justement. Et qui reviennent, c'est toujours le même entraîneur qui a... finaliste en 2021. Voilà, donc les requins bleus aussi, ça peut venir de venir confirmer une fois de plus qu'ils sont bien présents. Et puis l'avantage justement des requins bleus, donc cette équipe du Cap-Vert, c'est leur ancien capitaine, Yann Mendes, qui est passé notamment par Le Havre et à Lille. À l'époque d'Eden Hazard, qui était le métronome de milieu à l'époque d'Eden Hazard, donc un ancien joueur qui vient jouer même avec, je crois, il doit avoir, deux de ses coéquipiers qui jouent encore, qui sont, dont il est l'entraîneur aujourd'hui. Je pense qu'avec son expérience, je pense qu'il peut être dépositaire d'un certain esprit. Alors, on est bien d'accord. Et puis, chatoyant, c'est le mot que je cherchais. C'est ils vont jouer et ils vont prendre du plaisir. Tout ce qui les intéresse là, c'est prendre du plaisir. Et c'est là que ça devient dangereux. C'est pour ça que j'ai mis un bémol là en disant le Cap-Vert, attention. Faut faire attention. Alors, messieurs, nous sommes presque à la fin de ce plateau spécial, mais je ne pouvais pas terminer ce plateau spécial sans pourtant parler d'un grand nom du football qui vient de partir. Je vais parler donc de Kaiser, tout le monde connaît, Franz Beckenbauer, qui a marqué le football mondial, qui fait partie de ces rares joueurs qui ont été joueurs et entraîneurs qui ont gagné la Coupe du Monde. Alors on fait le tour de table. On va commencer par Marvin. Qu'est-ce que tu penses, toi, du décès de ce grand monsieur? Bon, c'est une perte pour le football mondial, parce que c'est quelqu'un quand même qui avait une image qu'il a pu imprimer dans la mémoire des amoureux du football. Je me rappelle encore de la finale du mondial, je pense 74. 74, là où il termine le match avec un bras cassé. Justement, donc après, il a aussi, je dirais, géré le Bayern d'une main de maître. Oui. Donc tous les derniers grands résultats du Bayern, c'est aussi en partie grâce à sa vision, grâce à ses moyens. Donc d'une manière ou d'une autre, ça reste quand même une perte énormissime dans l'environnement du football mondial. Alors Rachid Zikototo, quelqu'un qui a marqué le football allemand et mondial à ce niveau, qu'est-ce que tu penses? Une grosse perte pour mais tout à fait, le football. Mais quelqu'un qui va avec une vie accompli sportivement parlant, en tant que joueur d'abord, en tant qu'entraîneur et en tant que dirigeant. Il est quand même l'un des rares. Je rappelle aussi que Mario Zagallo, grand nom aussi, qui nous a quitté il y a 2 jours, le Brésilien. Avant Franz Beckenbauer, il y a Gary Lineker qui avait une phrase comme ça pour dire, pour moi, le roi Pelé des défenseurs, c'est Franz Beckenbauer. Donc, c'est dire effectivement que c'est quelqu'un qui a révolutionné déjà ce poste de libéraux. C'était le premier
avant qu'on connaisse des garçons comme les Laurent Blanc qui partaient balle au pied depuis la défense, pouvaient organiser, marquer même des buts. Donc, c'est simplement des souvenirs. Moi, c'est pas une perte, c'est des souvenirs justement de quelqu'un qui nous a fait aimer justement le basket. Avant de passer la parole au coach, je reviens sur Marvin, vous vouliez rajouter quelque chose? Il y avait un détail très capital quand même, Achille l'a déjà sorti, mais en plus d'avoir révolutionné ce poste de libéraux, je crois que c'est quelqu'un aussi qui a eu un mental, qui a eu des répercussions sur les générations qui sont venues après la scène. Donc je crois que c'est quelqu'un quand même qui laisse des traces indélébiles dans le football. Alors coach, quelle réaction vous avez par rapport au décès de ce grand monsieur du football? En tant que joueur, il a gagné 3 fois l'ancien Ligue des Champions, hein, il faut le dire aussi. Et en tant qu'entraîneur, il a gagné la Coupe du Monde. Il a révolutionné un peu le football allemand aussi. Oui, il a révolutionné le football mondial. Je veux dire, aujourd'hui, si les entraîneurs demandent une percussion du défenseur central, c'est aussi beaucoup par ces actes et ces faits. Et puis, on a rajouté autre chose, mais c'est un monsieur exemplaire. Je ne sais pas si vous avez entendu hors du terrain ce nom-là. Et c'était rare aussi de le voir prendre des cartons sur le terrain. Et je pense que il a dû prendre 2 cartons. De sa carrière en plus. Je suis pas sûr que. Et puis bon, c'est l'exemplarité. C'est un monsieur qui a toujours été droit, qui n'a jamais aimé la tricherie, qui n'a jamais aimé, même quand il jouait, je sais pas, vous êtes encore jeune, mais quand il y avait un de ces joueurs qui voulait tricher, faire faute, etc., il n'était jamais content parce que voilà, il avait la dignité du footballeur qu'on n'a plus. Et aujourd'hui, j'aimerais que la minute de silence de Zagallo et de Beckenbauer ne soit pas une minute de silence, mais ce soit une éternité de réflexion, comme eux, ils avaient voulu. Zagallo, c'est la même chose. Oui. Ils avaient voulu de leur football qu'on réfléchisse, donc qu'on prenne une année, une éternité de réflexion dans le monde du football actuel et futur pour voir que le football, c'est un jeu, c'est une volonté, c'est expérimenter des choses, mais c'est avant tout être respectueux de beaucoup de choses, comme l'ont été ces 2 messieurs. En tout cas, c'est par là que nous mettons un terme à ce plateau spécial. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve donc prochainement pour l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera donc le samedi 13. Et on sera là pour vous faire vivre cette cérémonie d'ouverture et surtout le premier match. Au revoir et bonne suite de programme avec Vox TV.